Nous voilà en ligne, chère Aurélia. Bonsoir. En trifouillant les lumières pour essayer de nous éclairer au mieux ce soir, eh bien, je me suis fait la remarque que ça y est, on était rentré dans l'hiver, quoi. Voilà, on a des luminosités à 18 heures d'hiver. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, moi, je suis ravie de vous retrouver à cet horaire-là. Vous avez tous et toutes repris depuis hier. Alors, vous êtes sûrement soit sur la route en train de vous avez mis votre téléphone sur les haut-parleurs de la voiture, vous êtes en train d'attendre votre petit qui finit sa séance de judo, vous êtes en train de corriger les copies, je ne sais pas, ou en train d'éplucher les légumes pour faire la soupe de ce soir, ou tranquillement avec un thé sur le canapé. À vous de choisir la situation, en tout cas. Nous, on est super heureuse de vous retrouver. On va parler on va parler quoi? On va se poser une question en tout cas ce soir. Est-ce que dans ce métier un peu de fou quand même, hein, où on peut se perdre, on peut s'épuiser, est-ce qu'il est possible quand même, malgré tout, de se préserver? Voilà, c'est la question qu'on va se poser. Alors, qu'est-ce que... Ah si, si, quand même, j'ai des petits trucs à dire. Il y a Adrien dans le chat qui nous accompagne. Merci à lui. Il va mettre les liens de toutes les choses dont on parle. Et puis, on va surtout parler quand même. Aurélia, tu nous l'avais caché celui-là, le petit. Tu nous l'as dit que quand il était né, quoi. On s'est dit, ah ouais, ok, c'est pour ça qu'elle était si occupée pendant l'hiver et le printemps dernier. Voilà, un livre sorti chez Hachette, Zen est bien dans mon métier. Voilà, ben, merci pour cette parution. Je trouve quand même qu'on est dans un monde où on se soucie peut-être un peu plus du bien-être enseignant. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour ceux et celles qui sont là, eh bien, dites-nous d'où vous vous connectez et puis quelles sont vos attentes ce soir sur ce live. Et Adrien a été plus rapide que moi. Oui, vous pouvez gagner l'ouvrage d'Aurélia. C'est très très simple. Un exemplaire à gagner. Il suffit de taguer 3 personnes, 3 collègues qui seraient intéressés par le sujet et par le format. Et puis, ben, Adrien, à la fin du live, opérera un petit tirage au sort. Voilà. Alors, c'est vrai, pour ceux et celles qui sont sur YouTube, ça marche pas. On peut pas taguer sur YouTube. Voilà. Donc, j'en profite quand même pour accueillir tous ceux et celles qui sont sur YouTube parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, bah, si vous avez un compte Facebook et que vous voulez participer, eh bien, venez faire un petit tour sur Facebook. Et pour l'instant, il n'y a pas le petit truc pour taguer sur YouTube. Voilà, j'en ai fini de mes petits trucs de technique, de jeux concours. Et Aurélia, dis-nous qui tu es pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore, parce que quand même, sur être prof, tu es une fidèle parmi les fidèles et tu nous accompagnes et tu accompagnes les collègues depuis un certain temps maintenant. Je n'ose compter d'ailleurs. Eh bien, bonsoir à tout le monde. J'ai vu des petits noms connus et ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui viennent, même si elles savent très bien de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, pour me présenter très rapidement, donc je suis Aurélia Leroyer, je suis accompagnatrice en bien-être et développement de l'être. Je suis praticienne psychocorporelle. Et pendant 15 ans, j'ai été prof de physique-chimie, dont mes 3 dernières années, en plus d'être prof, eh bien, j'étais formatrice académique dans l'Académie de Grenoble. Donc, autant dire que le métier, je le connais. Et puis, bah, le monde psychocorps aussi, puisque j'ai fait en parallèle les deux. Au moment où je passais le CAPES, eh bien, je m'inscrivais à des formations psychocorps. Donc, ce n'est pas une reconversion dans le sens, j'ai arrêté, puis d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Non, j'ai toujours eu les deux en parallèle et j'ai l'impression qu'en fait, je continue de faire les deux en parallèle. C'est juste que j'ai switché lequel était à gauche, à droite. Inversé, ouais. Et voilà, exactement. Et puisque la transmission, pour moi, c'est une très, très grosse valeur phare. Et que, certes, d'accompagner les personnes en psychocorps, j'adore, mais j'aime surtout leur transmettre pour qu'après, elles puissent être autonomes, avec des clés et qu'elles ne soient pas toujours face à elles-mêmes, voilà. Ou dépendantes d'un praticien. Voilà, l'autonomie, la compréhension, c'est vrai que c'est pas mal. C'est là où on reconnaît, je pense, les thérapeutes qui vont dans le bon sens. Voilà. Comme les enseignants d'ailleurs.
J'aurais envie de dire, voilà, tout accompagnant, toutes ces personnes que tu cette relation d'aide nécessaire. Alors, petit souci technique, je crois, Nathalie, tu as dû bouger en bougeant ton micro, ou alors est-ce que c'est que moi? Mais je t'entendais très bien. Ah, ça y est, je te entends très bien. D'accord, ok. Tout va bien. Je vais faire attention alors. Ok. Il y a Emmanuel qui est doué dans le Nord et qui est enseignante spécialisée et qui dit « Je suis épuisée et j'aime ce métier et je n'ai pas de plan B ». Alors, on va parler de tout ça. Alors, hein, on est d'accord, pas de solution miracle ce soir. On va juste se poser des questions et on va essayer de faire suffisamment bien pour les uns et pour les autres. Merci en tout cas, voilà, Nella aussi, épuisée, j'aime ce métier. Comment taguer Nella? Alors c'est très simple, tu te mets dans le chat et tu fais arrobase, je crois, et tu mets le pseudo de la personne que tu veux taguer. Il faut connaître le pseudo Facebook de la personne que tu veux taguer. Alors, hop, très bien. Alors, on ne m'entendait plus non plus. D'accord, bon, bah voilà, je crois qu'on m'a retrouvé et c'est le principal. En tout cas, n'hésitez pas, le chat est votre espace. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Je me ferai fort de faire le relais entre le chat et Aurélia, même si j'imagine qu'Aurélia aura un petit œil qui traînera sur le chat parce qu'elle est habituée à l'exercice. Loire Didier, 28 ans dans l'enseignement, je viens de terminer mes études. D'accord, je ne m'imagine pas dans un autre métier. Oui, on l'aime ce métier, oui, voilà. C'est peut-être pour ça aussi que des fois on est capable de se mettre un petit peu dans le rouge. Bon, Aurélia, on vit dans une société aux multiples injonctions, hein, au bonheur, au bien-être, à l'épanouissement. Mais Fanny, finalement, ça voudrait dire quoi être épanoui? Très belle question et on va donner quelques termes clés là. Le terme bien-être, tout le monde a vaguement un sens, hein, une idée de ce que c'est, mais si on doit le définir, vous avez 3 heures. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle les besoins physiologiques, certes. C'est le fait de, on va dire, absence de maladie, le fait de pouvoir se nourrir à sa faim, d'avoir un endroit sécurisé et confortable et de vivre au milieu de personnes le plus globalement bienveillantes, etc. Mais en fait, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, si on s'aperçoit, bon nombre d'entre nous, heureusement, dans nos pays, on a ça, parce qu'il manque la petite notion supplémentaire qui est le sentiment d'être pleinement acteur de sa vie et que celle-ci, elle ait du sens. Et ce petit bout de phrase-là, il y a Frédéric Lenoir qui, alors je vais lire sa citation puisque je ne connais pas par cœur, mais qui dit « L'expérience du sentiment de bien-être ou de bonheur survient lorsque l'on perçoit une cohérence entre nos aspirations et l'engagement dans des actions qui correspondent à celles-ci. » Donc c'est vraiment sentir qu'entre nos intentions, ce qu'on veut, ce qui a de la valeur à nos yeux, là où on met nous du sens, et bien là où on engage nos actions, là où on engage notre énergie, bah c'est une même pièce aux deux faces, quoi, et tout est OK. Voilà pour faire très court sur cette notion-là, puisque je sais que dans la suite, on va dérouler d'autres. Mais du coup, en t'écoutant, alors vient finalement une question, c'est que là, se dessine avec la définition que tu as donnée, c'est si je m'interroge sur est-ce que je me sens en cohérence entre mes aspirations et ce que je fais dans la vie, et que je réponds oui, mais que malgré tout, je suis épuisée, c'est que c'est pas le sens de ma vie qui est à remettre en cause, mais un fonctionnement. Et à contrario, pardon. Et de la physiologie. Oui, c'est ça, exactement. Physiologique, c'est les cellules qui manquent de vitalité. Et ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est une belle nouvelle quand c'est comme ça, parce que sur la physiologie, il y a bien sûr des clés à avoir, mais ça se remet globalement en route rapidement. Quand c'est une question de sens, ça nous remet quand même tout en question. Surtout quand on a fait des études pour ça.
Et je ne dis pas que c'est dramatique, hein, pas du tout, mais ça demande un cheminement plus long, toute une phase de désengagement puis réengagement, ce qu'on peut appeler un deuil, hein, en fait. Et voilà, donc c'est pas les mêmes niveaux, mais tout est faisable. Et ça, c'est aussi la très très belle nouvelle. C'est que ce soit physiologique ou le sens ou qu'importe, on peut agir sur beaucoup d'aspects. Ok, du coup, si on envisage cette heure ensemble, là, ce soir, comme une liste de questions qu'on peut se poser, parce qu'on a envie de se les poser, parce qu'on se sent à la croisée des chemins, et bien la première des questions, c'est est-ce que là où je suis, je me sens en cohérence avec ce que je suis? Si on va faire le livre dont vous êtes le héros, quoi. Si c'est oui, et que, franchement, vous êtes épuisé, ben, le live va peut-être vous permettre de vous poser des questions supplémentaires sur l'histoire du manque de sens. Ce que j'ai entendu, c'est quelque chose de bien plus profond et on voit que les choses s'orientent autrement et que c'est un travail vraiment à long terme de questionner le sens qu'on met dans son métier et où est-ce qu'on aurait envie d'aller. Voilà, c'est un plus gros travail. Donc on est à cette croisée des chemins. On imagine que ceux et celles qui sont là, et on l'a lu dans les commentaires, hein, elles aiment ce métier, elles sont épuisées pourtant. Donc, allez, on continue. Alors pourquoi ce métier à 10 000, voire 20 000, voire 100 000 facettes est si épuisant? On doit composer avec tous ces micro-décisions de tous les jours. Voilà, pourquoi ce métier est-il si épuisant? Alors, on va trouver un peu le pourquoi de ça, mais aussi voir la beauté aussi dans les multiples facettes de ce métier. Donc, c'est un métier qui, en fait, est composé, c'est une poupée russe où dedans, il y a plein de métiers. On n'est pas dans une monotâche parce qu'on est un métier où il y a du relationnel, où on est en lien avec des êtres humains, vivants, où on nous demande un côté administratif, organisation. Notre corps qui est debout, qui écrit, qui a la voix qui agit, etc., etc. En fait, c'est un métier composé de plein de métiers, donc oui, multicasquette, hein, et hélas, de plus en plus, parce que maintenant, plus qu'en tout cas au début de ma carrière, il y a vraiment le côté encore plus comme si on devrait être psychologue, psychomotricien, orthophoniste, enfin voilà, hein, il y a aussi tout ça. C'est un métier qui est extrêmement différent d'un établissement à un autre, ce qui est quand même rare parce que globalement, alors je ne connais pas tous les métiers et vraiment, peut-être que je me trompe et donc je vais mettre beaucoup de pincettes, mais il me semble que si on est fleuriste quelque part ou ailleurs, ça doit être globalement la même chose. On gère des commandes, des choses, enfin, des stocks, des choses comme ça, quel approvisionnement. Bon, voilà, après on les vend, après on les compose. Mais quand on écoute des enseignants, il y a des fois, on se dit, mais ils n'ont pas le même métier. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment impressionnant d'un établissement à l'autre, d'une région à une autre, etc. D'un niveau à un autre, parlant de la maternelle, de petites sections, rentrée de septembre. Ouais, tout à fait. Et d'une année à une autre. Donc on prend le même établissement et le même niveau, mais d'une année à une autre, comme on est en face d'humains et que nous on change, mais qu'en face on n'a pas non plus les mêmes, ça fait suffisamment de facteurs qui font que ça peut être vraiment très différent. Ensuite, c'est un métier où notre vie personnelle influe. Puisqu'il y a une part du métier qui se vit en dehors du métier, enfin en dehors du lieu d'exercice du métier, on va plutôt dire ça comme ça. Et donc, il ne se vit pas du tout de la même façon, qu'on soit en couple, pas en couple, qu'on ait des enfants ou pas des enfants, et puis quand on en a, ça dépend aussi leur âge, enfin, etc. Et ça aussi, c'est assez particulier. Bien évidemment, toutes les vies personnelles influent sur tous les métiers. On ne switch pas, voilà, quand on part. Mais là, comme il y a quelque chose qu'on fait aussi chez nous, eh bien, ça influe encore plus. Mais les belles nouvelles, ce vers quoi je veux aller quand même, c'est que c'est aussi un métier qui est en fait multipassionnel, où ces passions-là, en psychologie, en fait, on les appelle des axes d'épanouissement. Et tout à l'heure, on a parlé de la définition de l'épanouissement, tel que la créativité, le relationnel, l'émotionnel, l'intellect, etc. Ce sont des axes d'épanouissement.
Et dans ce métier, eh bien, en fait, on peut se régaler en faisant preuve de créativité. Ça peut être créativité dans comment on fait nos cours, c'est parce que créativité égale on crée quelque chose, mais ça peut être aussi, je vois des enseignants qui ont une patte créative plus artistique et qui mettent ça au sein de leurs cours. Et puis, pour ceux qui ont plutôt des petits, parce que c'est vrai que plus on monte en niveau, plus c'est un peu complexe de mettre ces touches-là, mais qui arrivent à mettre ça. Et donc, c'est à un moment donné, on peut en fait se retrouver à un métier qui comble beaucoup des axes d'épanouissement. Et on peut se retrouver à ne vivre qu'à travers lui, puisque ça nous épanouit. C'est OK, il n'y a pas du tout de jugement à avoir par rapport à ça. Il y a juste 2 questionnements de vigilance qui sont, premier questionnement, si pour X raison, je ne peux plus faire ce métier, est-ce que tout va s'écrouler? Voilà. Et qu'en est-il de mes besoins? Parce qu'il y a ce qui nous épanouit, mais le métier, parfois, il y a des choses comme ça qui nous épanouissent, mais il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Besoin de calme, de cohérence, justement, de reconnaissance. Dans ce métier, on en entend souvent parler. Voilà. Et là, attention, parce que oui, on s'épanouit, mais c'est exactement ce qu'ont dit les personnes. J'adore, mais je m'épuise. Parce qu'il y a eu tous ces épanouissements qu'on puisse vivre, mais les besoins, qu'est-ce qu'on a? Les besoins, c'est un nombre limité, hein, sauf erreur de ma part. Tu nous encourages à nous orienter vers quel type de ressources pour justement identifier ce que sont les besoins. Il y en a vraiment un nombre limité. Moi, je sais que personnellement, je trouve que c'est passionnant d'entrer avec ça. C'est assez simple de prise en main. Et plutôt que de regarder le symptôme, se dire, OK, là, c'est ça que je vis mal, mais finalement, c'est quoi derrière? Et de revenir à ses besoins, ça oriente plus vite vers, en tout cas, des tests de solutions, je trouve. Complètement. Moi, j'ai une ressource que j'adore, c'est l'apprenti girafe. Je sais que souvent, des enseignants partagent sur les réseaux les publications de la personne qui est derrière ça. Et qu'il y a des cartes de besoins, je les avais juste sous. Donc, comme quoi. Et des fois, de checker, de se dire, tiens, voilà, il existe le besoin de clarté, j'en suis où? Et de les regarder, juste de les regarder, ou d'en piocher une au hasard et de se dire, tiens, quelle est la dernière fois où je peux dire que ce besoin, il a été comblé? Et grâce à quoi? Et où? Et tiens, c'est dans mon métier. Puis après, je réponds à un autre truc, dans mon métier. Ok, ça serait peut-être bien aussi de voir dans ma vie perso comment je pourrais aussi combler. Donc voilà. Super, on vient de mettre le lien, là, je vois, de l'apprentissage. Oui. C'est une des ressources. Hein. J'ai aucune action ni rien. Non, mais je pense que c'est vraiment, enfin, c'est important, effectivement, comme c'est un nombre limité, enfin, les besoins sont un nombre limité, c'est une approche sécure. C'est-à-dire que si on les balaye tous, on se dit, ah, ok, ça c'est vraiment ce dont j'ai besoin en tant qu'être humain, et de faire le point où on en est, c'est pas mal. Et les moments où on se sent fatigué, du coup on n'y voit pas très clair, c'est des guides que je trouve perso très 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 intéressants. Ok. Ta question que tu posais, il y a quand même des aspects et des faits du métier qui sont ce qu'ils sont. À savoir que c'est un métier qui est régulièrement stressant, puisque quand on prend la définition du stress, qui est situation imprévisible, inconfortable, où on n'a pas le contrôle dessus, etc., où il y a des contraintes de temps, on peut tout checker, nous. Donc, déjà, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pris au dépourvu. Oui, c'est un métier stressant. Ensuite, c'est un métier, on l'a déjà dit, où il y a chevauchement vie pro, vie perso. Pareil, il faut partir de ce présupposé. C'est un prérequis. C'est un métier régulièrement énergétivore, hein, et c'est un métier qui vient bousculer entre nos besoins, nos valeurs, parce qu'on peut avoir comme valeur, par exemple, le respect, et puis on entend des petits bouts de 3 ans qui s'insultent comme pas possible, ou les parents qui ont des gestes assez virulents avec eux, et ça vient prendre un coup sur nos valeurs, etc., etc. Mais quand on prend tout ce que j'ai énoncé là depuis cette question-là, si on se pose, en fait, on réalise qu'on est en train de décrire la vie. C'est un métier profondément vivant.
Parce que Mmh. la vie, elle est en permanence, elle est mouvante, elle est challengeante, elle est réjouissante et elle est douloureuse. Il ne faut pas Mmh. enlever ça. Et c'est Mmh. ça, là, cette histoire d'injonction au bonheur et de vie, ce que j'appelle moi des vies Instagram. Mmh. On respire, on souffle, parce que c'est pas la vie. Ouais, ouais, c'est ça et ça nous projette vers quelque chose qui est finalement inatteignable et du coup, Inatteignable. ça fait vraiment le lien avec, la question suivante, c'est, finalement, il y a peut-être un travail à faire sur, tu viens de décrire le métier, il est comme ça. Voilà, c'est un donc on n'a pas à le négocier, on n'a pas à redessiner les contours, il est comme ça et on pourrait redonner, refaire la liste de tout ce qu'il est. Mais du coup, quel travail on peut faire autour de l'acceptation finalement de cette impermanence, de l'imprévu, du fait d'être bousculé dans nos valeurs, de rencontrer des gens foncièrement différents de nous, d'avoir à faire attention à des enfants qui parfois nous agacent, enfin parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Voilà, c'est vrai que ça bouscule beaucoup et puis on peut pas s'extraire, on peut pas dire là je m'en vais 10 minutes, je reviens. Voilà. C'est ça. Hem, alors, déjà, tout ce qu'on a énoncé avant, c'est pas forcément synonyme de problème, hein. C'est On ça. va Mmh, pouvoir agir dessus. mmh, Voilà, qu'on soit bien d'accord. Alors pareil, tu as dit un terme, le mot acceptation, bah, c'est comme le mot bien-être. Hem, il faut être bien d'accord sur qu'est-ce qu'on mmh. y met derrière et en fonction des personnes, j'ai pu m'apercevoir qu'il peut avoir un sens erroné. Parce Ah, qu'accepter, c'est pas se résigner. mmh, C'est pas être d'accord à 100. mmh, C'est pas courber les chines. mmh. C'est pas le vouloir, ni l'approuver, ni l'aimer, ce truc, Mmh, mmh, hem, et cetera, et cetera. Accepter, en fait, c'est s'ouvrir à ce qui est là, dans les faits, et arrêter de lutter contre mmh, en venant mettre de l'énergie et ce que j'appelle, c'est même pas mettre, pour le coup, c'est de la gaspiller à des choses où, bah, là, ça va pas être possible de les bouger. Et en mmh. fait, l'acceptation, c'est la première marche vers l'engagement. Parce qu'une fois qu'on a accepté, c'est comme ça, on arrête de dire ah mais là, et on passe à l'action dans l'engagement de ce vers quoi on peut mettre cette énergie pour faire bouger ce qui peut être bougé. Et c'est ce qu'on Mmh. appelle la différence entre les contraintes évitables et les contraintes inévitables. Mmh. Juste rapidement quand même un warning, on n'a pas à accepter l'inacceptable, hein, qu'on Oui, soit c'est bien ça, tout à d'accord. fait. Oui, oui, complètement. Ouais. Il y a des limites et là, Mmh. quand je parle d'acceptation, c'est pas dans l'inacceptable, hein, Ouais, voilà. tout à fait. Mmh. Oui, oui, on parlait bien, on parle pas, de certaines mais c'est ça se joue sur d'autres registres. Je vais, parlons, très clairement, si on sent qu'on est maltraité institutionnellement, eh bien, il y a des syndicats pour ça. Enfin, il y a des paroles à faire valoir, bien sûr. Ouais. Mais, quand je parlais d'acceptation et j'entends effectivement que ce terme puisse être, en tout cas, enfin entendu, d'une autre manière, c'est ce que tu disais, c'est il y a des choses que je sais ne pas pouvoir changer seule, là, maintenant, tout de suite et c'est un levier, sur lequel je ne peux pas j'ai pas la manette, quoi. Voilà. Donc effectivement, la manette de l'institution, je peux ne pas être d'accord et il va falloir trouver qui pourrait avoir la manette et quand je parlais de syndicat, c'est à escient, c'est de trouver où je peux agir, Mmh, pour, lever ce qui est un frein. c'est Le ça. le le témoignage de alors Michel, je ne sais pas, enfin bon, peu importe, en tout cas, j'espère que c'est Michel, qui témoigne, hein, voilà, de cette impression d'être dépassé, d'avoir 1000 choses à penser à la seconde et Mmh, qui se retrouve vite épuisé et ça, dès le matin, quoi et on sent, voilà, on va parler, hein, de cette charge mentale, mmh, de comment on peut faire physiologiquement pour ne pas démarrer, cette journée. Alors Michel, ça dépend peut-être une question, est-ce que tu es en début de carrière? Parce que là aussi, enfin, c'est pas tu parlais des différences, quand on commence tout juste, qui ne s'est pas senti submergé quand il a commencé, ce métier? mmh, On a beaucoup ri, pas pour les collègues qui ont rejoint l'institution, hein, mais au début de l'été, enfin, au début de l'année, sur les contractuels embauchés et
les médias se sont fait fort d'aller les retrouver quelques mois après, de mettre en exergue qu'en fait, ah, bah, c'était pas si facile. Oui, enfin, voilà. C'est logique, c'est un métier fort, fort investissement. Et quand on débute, c'est vraiment, vraiment pas simple, quoi. Et du coup, pour cette acceptation, je peux donner déjà des pistes de réflexion. Hein. On est bien d'accord que là, c'est des pistes de réflexion. Déjà, il va falloir penser à long terme. C'est un métier, hélas, où on est court-termiste parce qu'on est à l'année scolaire. On a nos élèves de telle date à telle date, et voilà. C'est un fait, mais ça implique à l'intérieur de soi comme si on était garant de tout l'apprentissage du bambin ou de l'ado là pendant ces 10 mois. Mais du coup, c'est une source d'énorme pression, parce que ce cher bambin, il va quand même avoir d'autres façons d'apprendre les mêmes notions avec d'autres gens, ou dans sa vie plus tard, si sa vie l'amène. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger. J'avais fait de l'allemand, certes, mais enfin, je l'ai réappris, et donc du coup, c'est OK. Tout s'est pas basé que sur mes pauvres enseignants que j'avais eus. Donc, on diminue la pression et on pense long terme. Parce qu'en plus, on a cette culture actuelle de la performance et de l'urgence, voilà, qui vient se rajouter à tout ça. Et donc, quand on pense long terme, on est plus à se dire, OK, la telle séquence, bon, bah, vu mon timing, non, j'ai pas le temps de la peaufiner plus. Il y a tellement de blogs d'enseignants ou d'ouvrages, qu'est-ce que je peux aller piocher? Et puis les années prochaines, j'en ai pour plus de 40 ans de carrière, bah, je reviendrai peut-être sur cette séquence. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui amènent un peu ce que j'appelle moi le keep cool. Donc ça, c'est une première piste. Deuxième piste, on est des êtres humains, et quand on est enseignant, à des moments, on en oublie que être humain égale être vulnérable, et qu'en fait, on fait de son mieux. Et son mieux d'aujourd'hui, c'est ni son mieux d'hier, ni son mieux de demain. Parce que là, par exemple, moi je suis en forme, etc. Aussi bien j'attrape un rhume ou je sais pas quoi, et on aurait fait le live demain, bah, mon mieux, il aurait été un mieux en fonction de pas trop de voix, j'ai la tête dans le coton. Et c'est comme ça. C'est OK. Et la chose à se dire quand on est OK avec ça, ça veut dire qu'on se le permet, on se l'autorise. Mais tout ce qu'on se permet et ce qu'on s'autorise, on le permet à autrui. Et des enfants qui nous voient, ou ados, hein, ou plus grands, qui nous voient à des moments un peu moins bien, mais OK, et qu'on ne le cache pas, et qu'on n'en fait pas non plus tout un flanc, et qu'on raconte pas notre perte. Voilà, là encore, c'est des limites. Eh bien, c'est tellement beau pour eux. Parce que cette injonction au bonheur, à la perfection, à la performance, dans tous les temps, en toute situation, à cette vie Instagram, ils l'ont dès tout petit, eux. Nous, mais eux, c'est dès tout petit. Donc, si nous, on peut être source un peu d'humanité, bah, soyons-le. Et en faisant ça, des fois, en faisant quelque chose finalement pour autrui, pour les enfants, ben on va le faire pour nous, et ça peut être une piste pour certains qui ont du mal à se préserver, c'est de se dire, OK, bah, je vais faire de mon mieux et de montrer ça pour les enfants, et c'est déjà ça. Après, en autre piste, ce qu'on adore, Nathalie et moi, c'est les petits pas. Bon, pourtant, moi, je marche assez vivement quand je suis dehors, mais pourtant, la méthode du tout petit pas, c'est vraiment the méthode à avoir, mais dans tout, hein, dans toute sa vie, quelle que soit notre profession et quelle que soit notre vie personnelle. C'est la toute première chose minime qui va poser une action dans le sens de son intention, mais avant qu'elle puisse aller dans le sens de son intention, de son engagement, certains petits pas sont juste là pour nous hisser comme si on était dans un puits et nous sortir du puits. Donc on n'en est même pas. On imagine qu'à la sortie du puits, il y a un magnifique chemin et que nous, ce qu'on veut, c'est l'énorme... Les étoiles. Ouais, voilà. Mais non, non, notre premier pas, ça va être d'attraper la corde qu'on nous tend, parce que la vie et les gens et tout ça, voilà, ce genre de live, ce sont des ficelles qu'on tend dans des puits. Et ben c'est ça le petit pas. Donc oui, on en est loin de notre engagement, notre intention, mais on fait quand même quelque chose. Et puis,
dernière petite piste avant de rebondir sur la suite. Pensez tulipe plutôt que lentille. Alors, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors là, explique-nous, Aurélia, s'il te plaît. Une lentille, je ne sais pas si vous avez déjà mis ça à germer, mais alors dès le lendemain, pouf, on voit quelque chose. C'est clair. Voilà. La tulipe, il y a quand même tout un travail souterrain. Et un beau jour, hop, oh waouh! Et ce travail souterrain, ça joue. Alors tout ce que je viens de dire là, ça joue en nous, mais ça joue aussi dans les enfants qu'on accompagne et dans les jeunes qu'on accompagne. Et on ne voit pas forcément la tulipe. Du tout. De toute notre carrière, quand on suit un élève, on peut ne pas voir du tout. Mais pourtant, il se passe quelque chose. Et combien de profs me racontent que quand ils croisent des élèves X années après, la plupart d'entre eux ont des retours mais de reconnaissance, de gratitude, sentent que l'ancien élève est ému, etc. Et se raccrocher à ça aussi, bah oui, toute tulipe ne va pas sortir de terre. Donc ça, c'est une grande à voir. On ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas tout combler. Mais il y en a quand même qui vont sortir de terre et certaines, bah, tant mieux. On ne les met pas en terre pour notre jardin, on les met en terre pour le jardin de l'humanité. Et voilà. Donc, c'est des pistes vraiment de réfléchir en ces termes-là. Oui. Et c'est, moi, ce que j'entends, c'est accepter, ne pas mettre toute la responsabilité de toute l'humanité, en tout cas de toutes les petites humanités qu'il y a dans nos classes, sur nos épaules. Il y a un proverbe africain, non, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, il y a des familles, aussi dysfonctionnelles soient-elles, il y a des familles, il y a des collègues, il y a une institution, aussi défaillante peut-elle être à certains moments et à certains endroits. Il y a des collègues, il y a des gens qui tendent la main. Voilà. Et c'est ce premier pas, quand on se sent dans le trou, c'est de se dire, OK, je suis dans le trou, mais où est l'issue, finalement? Il y a une issue, et où est-elle? Donc, posons-nous des questions. OK, donc on a vu, on a dessiné un peu les contraintes qu'était ce métier. Il est contraignant, il est comme il est. Le premier travail à faire, c'est de faire avec ce métier et d'arrêter d'être contre déjà. Toute l'énergie dépensée à être contre, on va la récupérer parce qu'elle est très très précieuse. Et justement, du coup, cette énergie, nous en tant qu'individus, on est au milieu de ça, les contraintes, ce métier a 10 000 facettes. Mais est-ce que l'énergie dont on dispose, elle est open bar ou est-ce qu'elle est limitée? Hélas, elle n'est pas open bar. Notre énergie, elle n'est pas extensible à l'infini. On peut se ressourcer, oui, ça, toute la vie, jusqu'à ce qu'on ne soit plus là. Énergie renouvelable, donc. Mais voilà, mais elle n'est pas extensible à l'infini, surtout à un instant T. Et là, il y a 3 éléments importants à avoir. C'est savoir où on souhaite placer cette énergie. On l'a déjà dit avant. Pour moi, mais je fais exprès de commencer la phrase par pour moi, et que tout le monde est différent. Le mieux, c'est de la placer dans les choses pour lesquelles on a des moyens d'action, on a une forme de contrôle dessus, où on peut voir un avant-après, même à long terme, où c'est en cohérence, en congruence avec nos valeurs, où on se sent nourri et où nos besoins vont pouvoir être comblés. Donc ça fait peur. Et où et déjà, ça fait tellement d'endroits où on peut placer son énergie qu'après, on se dit que c'est s'il en reste et tant mieux. Donc déjà, vraiment, savoir où on souhaite placer et que c'est un choix. C'est un choix. Soyons bien d'accord, on choisit de le mettre là ou là. Et cette notion de choix, c'est comme la notion d'acceptation, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot choix. On pourrait refaire un live carrément dessus. Pour continuer sur la notion d'énergie, il faut aussi savoir ce qui permet à cette énergie de se recharger.
C'est-à-dire connaître nos sources, parce qu'on parle de se ressourcer, mais ça veut dire bien qu'on va à une source. Oui, c'est ça. Et avoir l'image que cette source, je vais faire très simple avec de l'eau, et ben la source, en tout cas dans un logement, c'est le robinet. Hein. Évidemment que c'est beaucoup plus haut ailleurs, etc. Mais on va faire dans, voilà, c'est le robinet. Et ce robinet permet de remplir une grande carafe. Ça, c'est notre énergie qu'on a disponible. Donc la carafe, elle n'est pas extensible. Hein, elle, c'est pas, voilà, Et du coup, quand je disais savoir où on souhaite placer cette énergie, c'est dans quel verre on souhaite la mettre, sans oublier qu'il y a un verre qui doit être pour soi, parce que, comme je l'ai lu tout à l'heure, quelqu'un qui a l'air complètement, qui disait, je suis déshydratée, enfin, je ne sais plus, il y avait ce... Oui, tout à fait. Mais voilà. Donc, savoir où sont nos sources, aller régulièrement à ces sources, sans attendre d'être à plat, hein. Et on ne va pas oublier les sources de base quand même. Parce que avant de dire ah bah oui, moi ce qui me ressource, je sais pas, moi c'est ah j'aime bien aller chez le coiffeur parce qu'on se fait papouiller, non, non, oui, c'est merveilleux, c'est très bien, mais on est fait de cellules qui elles ont besoin d'énergie et c'est elles qui nous en fournissent. Donc ça c'est l'alimentation, c'est l'hydratation, c'est la respiration et le mouvement, c'est la récupération, le repos, la relaxation et le sommeil. Si déjà on est au courant de ce robinet énorme là, le reste c'est que du bonus, hein. Mais voilà, ce sont déjà des... Allons aux bases d'abord, parce que quand j'entends épuisement, mais j'adore ce métier, moi j'entends les bases, c'est les bases, les cellules qui sont là en souffrance. Et puis il y a donc savoir où on met, savoir où on peut la repuiser, et puis il y a savoir la préserver, parce que cette carafe, bah, si on en verse un peu comme ça et que le reste, on se dit « Ouh là là là, non, mais là, je vais le garder un peu parce que je vois que la journée qui m'attend demain, je vais avoir besoin de beaucoup. » Eh bien, c'est parfait. L'autre image qu'on peut avoir là, c'est l'image de la batterie du téléphone. Hein. Quand on n'a pas de chargeur sous la main, qu'est-ce qu'on fait tous? On arrête les notifications, on enlève toutes nos applis et on va dans mode économie d'énergie. Qui n'a pas fait ça? Je veux bien quelqu'un qui ne fait pas ça. Mais la personne qui ne fait pas ça, au bout d'un moment, elle se reçoit un message que lui, le portable, indique. Voulez-vous passer en mode économie d'énergie? Notre corps, il envoie hein, ces signaux. Mais c'est pas... Il faut aussi les écouter. Donc, il faut repérer ce que j'appelle, entre guillemets, nos bouffeurs d'énergie et les limiter au maximum. Et quand on ne peut pas en limiter certains parce qu'on revient à l'acceptation, dans ce métier, il y a des bouffeurs d'énergie et on doit composer avec, eh bien, dans ce cas-là, éviter de cumuler. Si on sait qu'on a une classe rude, c'est pas très intelligent de se rajouter des sollicitations de nos 5 sens, en fait, en grand nombre. C'est pas non plus hyper pertinent en rentrant de sa journée de prendre l'appel d'une personne qui sait qu'elle est tout le temps plombante, celle-là. On en a tous dans notre entourage. Bon, je dis ça avec beaucoup d'humour. Hein, oui, tout à fait. Voilà. C'est que c'est une personne qui a besoin d'aide, on est bien d'accord, mais voilà, c'est à ce moment-là, la carafe, ben non, c'est pas dans ce verre-là que je vais le verser. Et c'est plein d'autres choses. Je parlais de l'alimentation. On a des classes rudes, ouais, ben on va peut-être pas manger ce qu'on appelle des aliments à calories vides. C'est-à-dire, oui, ça amène des calories, donc on a l'impression de se remplir, mais ça, les cellules n'en font rien, ça ne leur développe aucune énergie. C'est comme si on remplissait notre réservoir à essence avec, je sais pas moi, je connais, enfin, de l'eau, j'en sais rien, parce que je sais pas, je suis pas assez douée dans ce domaine pour savoir est-ce qu'elle démarrerait quand même, mais voilà. Donc, tout ça, ça amène un nouveau terme. Vous allez voir aujourd'hui, hein, il y a eu épanouissement, il y a eu acceptation, on a parlé du mot choix, et le nouveau terme que je vais amener là, c'est le mot responsabilité. Okay. On est pleinement responsable de ce bien précieux qu'est notre vitalité. C'est comme avec la planète. On est responsable des ressources qu'on utilise et on en voit bien où on en est. Moi, j'adore un proverbe chinois qui dit « Ne pas attendre d'avoir soif pour creuser un puits ». Et oui. Et moi, ça me fait penser à un médecin que j'ai rencontré et qui me disait que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est bien plus profond que ça.
est bien plus complexe que ça. Et ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que on sait aujourd'hui, enfin, en 2022 en France, on sait ce qu'est une alimentation qui apporte de la vitalité. On sait ce que c'est qu'une hygiène de vie qui apporte de la vitalité. Donc, bah, c'est un choix. J'aime beaucoup l'idée de responsabilité. Si on fait le choix d'avoir une vie de patachon parce que c'est important pour nous, d'accord. Mais on le fait, c'est un choix, quoi. On sait ce à quoi on renonce. Voilà. Il y a quelque chose que j'entendais aussi en filigrane, hein, c'est cette capacité de se préserver et de savoir dire non, ce qui n'est pas simple dans notre société. On ne nous apprend pas à dire non. On ne nous apprend pas à dire non, à dire hey, stop, stop. Et ce, même dans nos cercles, alors sauf quand on a des tout petits enfants en bas âge, hein, qui effectivement, eux, ne peuvent pas pallier, par exemple, à un moment où on dit non, là, je ne suis pas disponible. Effectivement, là, on est de l'ordre des contraintes sur lesquelles on n'a pas du tout d'action. Mais assez vite, nos enfants, si on le pose comme étant nécessaire pour eux, on peut dire là, j'ai besoin de 10 minutes de stop, quoi. Et alors, ça demande du travail, tout ça. Enfin, en tout cas, ça demande de poser des choses. Mais j'aime beaucoup cette notion de responsabilité. Voilà. Merci de la remettre au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de magique à tout ça. On peut prendre conscience de certaines choses. On peut prendre conscience ce soir que, bah oui, tiens, effectivement, il faudrait peut-être que je me pose la question du sens que je mets. Est-ce que je me sens en cohérence? Eh bien, cette question-là, elle ne suffit pas à résoudre. Il faut un moment se prendre du temps pour soi, pour se faire des listes, enfin, plus et moins. Ça demande du temps de réflexion, d'essayer des choses. Et très tôt, très très tôt, je trouve que tous les acteurs dans une famille, si on vit à plusieurs, parce que c'est vrai que quand on vit seul, il y a moins ces contraintes-là, même si elles sont autres, hein. Très vite, on peut se mettre autour de la table en famille en disant hey, comment on fait là? Parce que visiblement, on n'y arrive pas trop, quoi. C'est ça. Et là, quand tu as dit prendre ce temps, vraiment, tous ceux qui nous écoutent, mettez s'il vous plaît le mot investir du temps à ça. Vous ne le gâchez tellement pas. Parce que vous en gagnerez tellement dans d'autres choses. C'est pas un temps de perdu. Ce temps-là, ce temps de questionnement, d'état des lieux, on va revenir sur certaines choses après, mais ce temps de se poser, mais par rapport à tout ce que j'ai énoncé, où je mets mon énergie, où sont mes sources, comment je les préserve. Ce temps-là, une fois que c'est fait, c'est fait. Bien sûr, il faut y revenir de temps en temps et de refaire un check parce qu'on évolue et que voilà, on peut avoir changé nos sources et tout, mais il y a un moment, une fois que c'est fait, c'est bon. On y va avec ce qui est fait. Et voilà, donc c'est vraiment un bel investissement. Le partage de l'Adour, je le trouve vraiment très très intéressant. Il parle du fait qu'on est obligé de faire la suite de notre travail chez nous, les corrections, les préparations. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de changer de posture avec ce temps de travail hors élève, qu'on le fasse à l'école ou à la maison, sur le temps scolaire ou sur le temps hors élève, hein, les 2 semaines hors élève, moi je ne dis pas que les enseignants sont en vacances, j'essaye vraiment de faire, et c'est à valoriser, et ça fait partie des contraintes de ce métier. Oui, effectivement, ce métier est un métier qui, pour une part, se déroule devant élève, et pour une autre part, se déroule hors élève. Et ce n'est pas à la fin des cours, ce n'est pas la fin de mon métier. Et ça, c'est un vrai travail pour switcher et se dire, ok, en fait, oui, c'est normal qu'il me reste des choses à faire après, parce que ça fait partie de mon métier. C'est le métier, c'est exactement ça. C'est comme faire à manger si on veut faire de bout en bout. C'est on épluche, on prépare et on nettoie. Et ben oui, c'est ça. On ne peut pas enlever l'épluchage. Si on prend, j'en sais rien, moi, une carotte et qu'on veut faire une carotte râpée, on ne peut pas enlever la phase épluchage, ça en fait partie. On ne peut pas enlever la phase où on râpe.
Et puis, on ne peut pas enlever la phase où on doit enlever les déchets qui ont été créés et faire la vaisselle du râpage. C'est un tout. La carotte râpée, c'est un tout. Et notre métier, c'est ça. Et c'est vraiment ça où, à un moment, c'est se poser avec, c'est ce qui est. Par contre, comment je peux composer quand même avec? Parce que je connais des enseignants qui restent après les cours dans leur salle, quand ils ont une salle, ou en trouvent une autre, parce qu'on arrive quand même à trouver des petits coins, et parfois non, et dans ce cas-là, ok, hein, je redis, hein, je ne connais pas toutes les situations de chacun, mais globalement, de ce que j'ai pu voir, c'est faisable, et qui avaient décidé à un moment dans leur vie de se dire, j'en veux le moins possible dans mon domicile, et qui du coup restent jusqu'à 19h. Ça revient au même que de rentrer et puis faire, là, c'est tout. Mais ça, c'est un tellement beau travail de se dire, mais moi, je suis OK avec quoi? Je suis OK de voir des copies chez moi, ou je suis OK de rentrer à 19h? Mais l'un ou l'autre, voilà, ça va, le temps est le même, etc. Et c'est comme ça. Et puis de voir aussi, parce qu'on peut voir toutes les contraintes en lien avec le fait qu'on doit faire des choses à la maison, mais il faut aussi voir des fois aussi le beau côté. C'est que ça permet de faire des choses à des moments où, si on nous imposait un horaire, peut-être que ça ne nous conviendrait pas. Personnellement, je n'ai jamais travaillé après le repas du soir. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis une lève-tôt, je suis une bosseuse du week-end, je suis une bosseuse de vacances, moi. On m'aurait imposé de travailler à des heures indues ou après un repas du soir, mais pour moi, ça aurait été un carnage. Donc, ça permet ça. Il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître ce que certaines contraintes, soit on les voit en contrainte, soit on les voit en permission. Oui, tout à fait. Et on revient à la proposition que tu avais en début d'heure, hein, de tenter, tant que faire se peut, d'arrêter, enfin en tout cas de diminuer cette énergie qu'on met contre les choses. Parce que là, c'est un vrai bouffeur d'énergie. Il y a Tiffaine qui partage et qui témoigne, qui dit qu'elle a appris depuis l'an dernier à travailler, à ne plus travailler à la maison à cause de douleurs cervicales, et elle travaille sur ses temps de pause. Et j'imagine que elle sait que c'est ce temps contraint qui fait qu'elle doit faire son travail. Et bien du coup, le temps contraint oblige un peu à être très efficace. Hein. En général, on se dit, ok, j'ai 1 heure, allons à l'essentiel. Hein. Il y a une loi, alors je ne sais jamais trop si c'est un mythe ou une réalité, hein, qui dit que, je vais peut-être me tromper, mais... C'est la loi de Parkinson qui dit qu'on prend le temps qu'on s'est donné. Oui, alors ça, ouais, c'est ça, c'était pas ça que je voulais dire, c'est que, en fait, on utilise, je ne vais pas savoir... en fait, après, tu as la Pareto avec 80-20, voilà. Voilà. Oui, je ne pense pas que ce soit un mythe, parce que c'est vraiment tiré d'études en management et tout, de grosses entreprises, voilà, qui montrent qu'en fait, dans ce 80-20, c'est que sur 80% de notre temps, en fait, on va avancer qu'à 20% de ce qui est important, ou alors dans 20% de notre temps, on fait 80% de ce qui est important. Oui, voilà. Elle se lie dans différents sens, mais c'est tout ça pour dire que, en fait, il y a un moment, on est focus, et là, c'est très bien. Et sinon, oui. Et Tiffaine dit qu'elle met un timer, effectivement. Du coup, ça booste un petit peu. Hein. Exactement. Magnifique clé quand ça convient avec qui on est. Et c'est ça, exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Peut-être rappeler, il reste 10 minutes avant notre petit tirage au sort pour gagner ton ouvrage, Aurélia. Moi, je fais de la pub pour ton ouvrage. Zen est bien dans mon métier. Donc, pour participer au tirage au sort, il vous suffit de taguer 3 personnes, 3 collègues qui seraient intéressés par le sujet et par le format. Désolée encore pour ceux et celles qui sont sur YouTube, qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour composer entre ces contraintes et notre réserve d'énergie? Voilà. Finalement, on fait un tableau entre les contraintes. Alors non, d'abord, en fait, on met les gros cailloux sur lesquels on veut mettre notre énergie. J'ai repartagé dans le chat une vidéo, moi, que j'adore et qui est très explicite. C'est la vidéo des gros cailloux, puis des petits. Voilà.
sable, exactement. énervé. On met les gros cailloux et ensuite les moyens et le sable. Alors que si on fait le contraire, si on peut plus mettre les gros cailloux et les gros On peut cailloux tout remplir de représentent, sable. voilà, les gros cailloux étant ce qui vraiment est le cœur de notre vie. Alors, ça peut être soi, ça peut être son conjoint ou sa conjointe, ça peut être ses enfants, ça peut être un engagement, mais voilà, qu'est-ce que c'est que nos gros cailloux, quoi? Et dans le kit Toussaint qui accompagnait les collègues à préparer leur leur deuxième période, j'avais proposé un exercice, moi, que j'aime bien, c'est finalement quand on a un temps très contraint et qu'on sait que de toute manière, on ne va pas pouvoir tout faire, on prend une feuille et puis au centre, on met les enfants dans sa classe. Voilà, ça, demain matin, je ne peux pas arriver sans ça. Et puis, petit à petit, je m'éloigne et j'ai je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, l'enquête demandée par l'inspection. Et ben ça, c'est tout loin, quoi, parce que c'est pas vital pour ma classe. Et du coup, ça aide peut-être un peu aussi à faire le tri. J'ai un temps contraint, ben faisons du tri, quoi. Bah, tout à fait. En fait, la première question, alors on en a déjà énoncé plein, hein, donc c'en est d'autres, c'est combien de temps suis-je OK d'accorder mon temps à telle action? Et on se pose ça dans nos différents domaines de vie. Voilà. Et c'est vraiment… Tu peux la répéter? Répète-la, s'il te plaît. Combien de temps suis-je OK d'accorder mon temps à telle action? Et le telle action égale, vous avez dit le mot, hein. Combien de temps je suis OK d'accorder mon temps à plier du linge là maintenant? Combien de temps je suis OK à accorder de mon temps, parce que mon temps est précieux, c'est vraiment un truc qui ne se renouvelle pas, à corriger ses copies, etc. etc. Pour aider encore à aller plus loin, certaines personnes, ça les aide à penser en termes de futurs regrets. De se projeter, de se dire dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que je regretterais le plus? De ne pas avoir joué avec mes enfants ou de ne pas avoir réalisé mes capsules vidéo pour la classe inversée. Alors attention, hein, ces questions, elles ne sont pas tout blanc, tout noir, et c'est hyper personnel parce que pour moi, à certains moments, j'ai été très heureuse dans ma carrière d'aller travailler et ça me faisait ma bouffée d'oxygène par rapport à mes enfants en bas âge. Et puis, à d'autres moments, mon métier, je l'ai senti pesant parce que je rentrais énervée, impatiente et que ceux qui payaient ça, c'était ma famille. Hein. Donc, j'ai aucun jugement du tout si une personne me dit moi, dans 5 ou 10 ans, j'aurais peut-être plus de regrets à ne pas avoir fait tel projet avec ma classe. Hein. C'est OK. C'est OK. Voilà, hein, c'est parce que chacun a dans les domaines de vie, c'est la santé, c'est la famille, le couple, la famille élargie, etc. Hein, c'est un peu tout ça, les finances, voilà, c'est ça, les domaines de vie, le métier. Et on ne les met pas tous, tu parlais de taille, de bulle, etc. Là, on ne les met pas tous à la même grosseur. Et donc, ces regrets, c'est à projeter par rapport à qui on est, nous, mais à chaque instant. Hein. Oui, c'est ça, maintenant. Donc, ce que tu dis en filigrane, c'est que c'est à re-questionner, finalement. Et pour aller encore plus loin, on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qui a le moins de chances de se reproduire? Parce que dans ce métier, il y a plein de choses qui reviennent tout le temps. Mais par contre, d'avoir peut-être, je ne sais pas moi, un proche qui habite très, 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 très loin et qui vient dans la région, ça ne va peut-être pas se reproduire. Bon, voilà, c'est tout pour mettre en relativité, tout pour comparer. Et puis, se lâcher du coup la grappe sur certaines choses, fixer ses réelles priorités. Encore une autre question que j'adore, moi je suis un peu madame question, alors c'est le métier aussi qui veut ça, hein. C'est de se poser, mais en fait, est-ce que c'est un problème? En fait, oui, bon, là, il se passe ça, là, mais en fait, c'est un problème. Et en quoi c'est un problème? Où est-ce que c'est un problème? Voilà, parce que… et pour qui c'est un problème? Par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait que c'est un métier qui est un métier de passion. Et vu de l'extérieur, il y a certains de nos proches qui peuvent nous voir et se dire « mais tu fais que bosser ». Et nous, vu de l'intérieur, c'est « je bosse pas là ». Je suis en train de m'épanouir dans ma créativité. On ne le dit pas comme ça, évidemment.
Mais c'est l'axe de la créativité d'épanouissement qui, à ce moment-là, nourrit. Et du coup, de se poser, mais en fait, c'est un problème, et pour qui? Et d'entendre. Parce que c'est OK que ce soit un problème pour autrui, dont notre famille, et du coup, d'écouter. Voilà, il y a pas... pour sortir aussi de, c'est pas un problème pour moi, mais si ça l'est pour autrui, ça peut être important. Et puis après, vraiment se poser à où ça se place. Est-ce que c'est en termes de quand quelqu'un nous dit, ou quand on sent qu'on fait que travailler, c'est mais en fait je me reproche quoi, ou on me reproche quoi, et puis est-ce qu'il y a fatigue, et quel niveau de fatigue, parce que de travailler à la fin se sentir fatigué, parce que ça aussi, les vies Instagram, on a l'impression qu'on devrait être une machine, dans le sens où mais c'est normal d'être fatigué fin de journée, hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec la fatigue. La fatigue, c'est juste le fait qu'à un moment, il faut aller se coucher, point final, hein. Donc, il y a une différence entre fatigue et épuisement, et le burn-out et tout ça. Mais voilà, se questionner en termes de problème, d'intensité, en fait, du problème. Et puis, une autre question qui, pour certains, peut vraiment aider, parce que y a ceux qui... se préserver, tout ça, ils ne savent pas faire encore aujourd'hui, là où ils en sont. C'est toujours tourné vers autrui. Et c'est un métier qui est tellement toujours tourné vers autrui que ce n'est pas étonnant que ça attire aussi ce genre de personnes. La question là, c'est de se dire, mais si ça arrivait à une amie, mais très, très, très bonne amie, etc., qu'est-ce que je lui conseillerais? Qu'est-ce que je lui dirais là? Parce que du coup, si je lui dirais, écoute, lève un peu le pied, va t'aérer, fais autre chose, c'est qu'en fait, on se le dit à soi-même, mais qu'on ne se l'autorise pas pour X raisons, hein. Ça, c'est des histoires de vie, hein. Mais voilà, donc tout ça, ça fait déjà un beau panel de questions. Et oui, ça fait des jolies questions. Je vous propose de re-regarder le replay si vous le souhaitez, et de vous poser à un moment bien au chaud, avec des petites mitaines dans votre 19 degrés. Et puis, voilà, de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Mais j'aime beaucoup l'idée, hein, c'est effectivement, je trouve que d'être enseignant ou enseignante dans une famille, dans un couple, ça peut avoir des projections assez particulières. On projette assez facilement sur l'enseignant ou l'enseignante, parce que c'est dans les deux sens, le temps qu'il ou elle aurait à disposition, hein, franchement. Et du coup, on revient à cette question, hein, de valoriser le temps de travail enseignant, qui est un temps de travail divisé en deux parties, devant élèves et hors élèves. Et donc, de renvoyer à ceux et celles qui nous diraient qu'on devrait être disponible, puisque nous ne sommes pas devant les élèves, de leur dire, bon, ok, en fait, je vais aller travailler à l'extérieur, comme tout un chacun. Hein, je vais partir à 8h30 du matin, et puis je vais aller dans un espace de coworking, et je reviendrai à 5h ce soir, puisque c'est le temps que je dois allouer à la préparation de ma prochaine période. Je pense que ça peut être assez drôle. Enfin, c'est assez provocateur, mais je pense que ça peut être assez drôle. Il nous reste qu'une minute, mais on va la dépasser un tout petit peu. Il nous reste deux questions qui me semblent importantes. Avec tout ce qu'on a vu, là, on comprend que l'idée, c'est effectivement de se poser des questions, d'identifier où sont les leviers qu'on peut actionner, et c'est de se lancer dans imaginer des solutions, poser des actes pour trouver un fonctionnement suffisamment bon. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des petits rituels comme ça qui nous permettent déjà de prendre soin de cette physiologie, par exemple, dont tu parlais? Tout à fait. Il y a ce rituel-là qui va pouvoir se faire à la journée, à la semaine, à la période, qui est faire un état des lieux, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça aussi des arrêts sur image, comme si, clac, je faisais une photo de l'instant, là. Des bilans, vous appelez ça vraiment comme vous voulez, mais en cours de sa journée, c'est un moment de se poser. Toujours à la même heure, ce serait vraiment fabuleux. Donc, ça sonne tel récré, hop, très avant, on se pose. Comment mon corps, il dit quoi? Mes tensions, ma météo intérieure, mes émotions, enfin voilà.
faire des cartographies comme ça à la journée. Fin de semaine, c'est de faire ces bilans. Ce qui a bien été, ce qui a été plus lourd. Voilà, mais toujours d'aller chercher les deux. Hein. Jamais que ce qui a été lourd et jamais que toujours les deux pour bien équilibrer. Et puis en fin de période, c'est la même chose dans le sens les plus, les moins de la période, mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est les enseignements et les pistes. Bien sûr. Quels sont les enseignements de cette période? Qu'est-ce que j'en ai appris? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à réajuster pour la période suivante? Parce que comme c'est un métier à penser à long terme, ok, il y a ça, très bien, c'est un fait. Comment, moi, après, je peux réajuster ce qui peut l'être, etc. Donc ça, c'est la première grande notion. Donc appelez-la vraiment comme vous voulez, état des lieux, arrêt sur image, bilan, mais gardez un mot-clé comme ça. Et la deuxième notion pour poser des petits rituels, des petits pas, c'est cette notion d'association. Si là, maintenant, je vous dis, à partir de demain, vous allez tous vous dégager 20 minutes par jour, rien que pour vous, voilà, ça va. Par contre, si je vous dis, à partir de demain, au moment où vous reposez votre brosse à dents, vous allez juste prendre une belle inspire, une belle expire, tout le monde, c'est faisable. Et du coup, c'est faisable globalement 3 fois par jour. Et c'est d'associer tout ça comme ça. Tout à l'heure, tu disais peut-être que vous êtes en train d'attendre votre enfant au judo. J'attends, je respire, je suis aux toilettes, je respire, etc. Je marche dans la rue, et j'arrête de regarder mon portable, je respire. C'est d'associer des choses qu'on fait. Ça veut dire que ça va pas je ne vous demande pas de trouver du temps de nulle part. On rajoute pas une brique. Non, c'est avec les briques qu'on a, on fait. Donc, quelles sont vos briques? Vous changez peut-être de salle. Vous allez peut-être à la cantine, vous allez au WC, chaque chose comme ça, inspire, expire, mais juste ça. Et puis après, vous prenez la voiture pour aller travailler, faites des petits trucs vocaux, ou juste sourire. Voilà. Allez, là, ça y est, je suis sur le parking de mon établissement, je coupe le moteur, et avant tout de suite de sortir, d'aller chercher mes sacs, je fais un petit sourire. Voilà. C'est des mini-choses comme ça. Et petit à petit, on va s'apercevoir que ça rentre en nous, le fait de se dire tiens, là, je vais m'accorder ce petit temps pour moi. Mais comment c'est petit? Ce qu'on disait, petit pas. Petit pas, petit pas. Merci Aurélia pour tous ces questionnements à mettre en œuvre dans nos vies. Moi, je veux bien que ceux et celles qui étaient là ce soir nous disent avec quoi ils repartent. J'adore savoir avec quoi les gens repartent. Et donc, du coup, pendant que les gens répondent, Aurélia, pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on trouve dans ton livre? A été pensé avec Hachette sous la forme un peu d'un bullet journal. Je ne sais pas si tout le monde connaît le terme. C'est le fait qu'on peut cocher des choses, écrire, se déposer. C'est un mix entre livre et journal intime entre guillemets. Et justement, dedans, on fait des états des lieux dans 5 grands domaines. Notre vitalité, nos émotions, la connaissance de nous-mêmes, la communication, l'organisation, qui sont un petit peu les 5 piliers du métier. Ok. Voilà, c'est un livre où il y a des actions concrètes, dont qu'est-ce que je peux faire le matin en me réveillant pour le corps, qu'est-ce que je peux faire pour me vider de mes émotions en cocotte minute en fin de journée. Enfin, vraiment, il y a des choses pratico-pratiques. Et puis, j'avais envie de laisser à chaque fois des petites pistes pour aller plus loin, parce que moi, c'est pas un livre de recettes, et je ne conçois pas mes accompagnements comme étant des recettes avec juste on fait ça, ça, ça et on obtient du coup tel gâteau. Non, la vie c'est pas une recette. Et donc ça donne des pistes, ça donne tout ça, mais il y a aussi tout le pour aller, voilà, allons un tout petit peu plus loin et que chacun mette ses petites épices pour faire sa propre recette. Bon, super. Mais écoute, des petits retours dans le chat. Merci, merci à Véro qui repart avec l'idée de prendre du temps pour elle. Charlotte qui dit de bonnes idées pour décompresser, se préserver, pour continuer à faire ce merveilleux métier dans la joie et la bonne humeur pour nous et nos élèves. J'aime bien le sens dans lequel tu l'as mis, Charlotte. Prendre soin de soi, enseigner est un métier vivant, l'exemple de la tulipe, super. Ben voilà,
Merveilleux, j'adore ces retours, Isabelle. Merci beaucoup pour ces questions et ces petits pas, prendre du recul et relativiser. C'est toujours bon de se le rappeler, effectivement. Quelques questions essentielles, il est l'idée d'accepter et d'aller à l'essentiel pour Morgane. Ah, je pense que quand je rentre en classe, j'oublie tous les soucis de la vie, la dour. Ok. Ah, je retiens d'aller commander le livre, Laurence. Ok. Merci pour ce partage. Et le bullet journal est top pour se décharger. Prendre du temps pour soi. Rendez-vous chez l'ostéopathe pour Michael. L'analogie de la carafe Michel, super. Et positivité, donc voilà, vous nous avez boosté, super. Merci d'avoir tagué tout le monde, ce qui nous a permis de voir le live en rentrant. Eh ben ça marche. On en parlait en off. Eh ben voilà, ben écoute, La boucle est bouclée. merci Charlotte de me faire ce retour-là. Je découvrais ce tag tout le monde. Et écoute, oui, effectivement, je suis ravie que vous ayez pu participer à ce live. Il est 19h07, je crois qu'il est temps de vous souhaiter une très belle fin de journée, très belle soirée. Et puis dormez bien et mangez bien. Un grand pour cette invitation. Un grand merci à tout le monde. À très bientôt. À bientôt.